Salam alaikum, c'est clair. On passe aux choses sérieuses. Ouais, donc personne n'arrive. Personne n'est avec nous. Donc, le panel, comme vous le voyez, le sujet c'est le partenariat public-privé au sens large. Le partenariat public-privé, ça peut prendre beaucoup de formes, des formes classiques de partenariat entre guillemets fournisseurs-clients. Ça peut être un partenariat bénéfique aux deux parties commercialement, bénéfique aussi au pays parce que le partenariat public-privé peut créer énormément de solutions qui vont répondre aux besoins du pays, mais aussi qui peuvent être objet d'export, de revenus à l'international. Il peut y avoir du partenariat public-privé à travers du co-développement, par exemple Open Innovation, etc. On peut avoir du partenariat public-privé au sens, on va dire, physique du terme, par exemple joint venture entre des entités publiques et des entités privées. Ça peut être aussi des prises de participation de l'État dans des entreprises. C'est vraiment diversifié, ça peut prendre énormément de formes, mais l'objectif c'est que ce partenariat soit bénéfique aux deux parties et au pays au même moment. Donc aujourd'hui nous avons avec nous trois intégrateurs, éditeurs intégrateurs pour certains, qui ont un vécu aujourd'hui sur ce partenariat public-privé avec ses avantages et ses inconvénients, ses challenges surtout. Donc c'est des challenges. Et on aimerait écouter un petit peu la situation. Déjà, je vais permettre à chacun de se présenter et après on va poser certaines questions pour juste orienter un peu le débat sur le sujet. Merci. Kamal Mahfoudi, directeur général de IT Dev Solutions, un intégrateur public. C'est un devoir et un honneur de faire partie du GAN parce que, entre guillemets, le GAN, on avait l'impression que c'est le groupement algérien des acteurs du numérique privé. On veut vraiment que ça soit. Nous sommes tous des acteurs, nous avons tous un rôle à jouer dans la numérisation de notre pays. Et c'est un honneur de faire avec vous, de faire évoluer l'écosystème. On ne peut pas, surtout en Algérie, on ne peut pas bâtir cet écosystème sans l'ensemble de ses enfants. Nous sommes déjà très peu aujourd'hui. C'est un petit écosystème. Si on commence à se faire dans cette ségrégation. Absolument. Alors, moi, c'est Reda Benbouzid, donc je suis CEO de la FinTech Bain. Alors, Bain qui veut dire Baina, c'était initialement un intégrateur de solutions de banque digitale, mais c'est aujourd'hui un éditeur qui développe des solutions 100% algériennes pour le secteur financier, donc des solutions de digital banking et de mobile payment. On travaille avec la plupart des banques privées et publiques et nous avions commencé à l'époque stratégiquement à travailler justement avec la sphère publique, donc avec les grandes banques publiques algériennes. Aujourd'hui, nous avons 13 partenaires en Algérie et on exporte aussi à l'étranger. Directrice de Magic Partners, donc éditeur de logiciels, intégrateur aussi de solutions, depuis 20 ans. Ça ne rajeunit pas, mais on accompagne l'écosystème algérien depuis quelques années et notre plus grand projet, je dirais, pour lequel nous sommes revenus au pays, et à de ça 24 ans exactement, c'était un grand projet public justement, où nous avons vu donc en fait on vient du domaine des télécoms qu'on connaît assez bien, donc pour certains connaissent un petit peu le parcours, celui de Orange. Donc on a eu l'honneur d'accompagner une entreprise publique afin de reprendre un petit peu tous les systèmes d'information et mettre en place, je dirais, des techniques de pointe d'il y a quelques années, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et nous accompagnons aussi d'autres entreprises internationales, notamment africaines, subsahariennes et surtout européennes aussi.
Donc le partenariat public-privé, je pense, demeure et demeurera si on le veut bien et on travaillera assez. Et je suis fière de faire partie de cette communauté qui aujourd'hui, je pense, aspire à de meilleures perspectives et opportunités. Inch'Allah. Donc, alors, première question, pour aller de l'avant et ne pas trop s'attarder sur le passé, c'est déjà quels sont les challenges et les barrières à ce partenariat. Pourquoi beaucoup d'entreprises d'écosystèmes disent qu'ils n'arrivent pas à développer réellement un partenariat. Ils arrivent peut-être à avoir des projets concrets avec le public, mais pas dans un mode de partenariat sur le long terme. Est-ce que c'est... ok. Donc est-ce que c'est une réalité palpable que vous touchez du doigt aujourd'hui ou c'est des challenges réels? Est-ce que vous les avez identifiés? Quels sont ces challenges? Merci. Donc, comme chacun de nous le sait, il y a des pouvoirs publics qui ont lancé un grand chantier de numérisation du pays, de l'économie et de la société algérienne. Donc ça, chacun de nous, on le sent et c'est un choix stratégique. La digitalisation, ça apporte de la croissance, ça apporte un bien-être aux citoyens. Donc tout à l'heure, il y avait des collègues, donc on parlait d'un service. Un des services qui ont été lancés par les pouvoirs publics, c'est la vignette automobile. Voilà, c'est un service. Donc vous imaginez, il y a le citoyen actuellement qui bénéficie de quelques services, payer sa facture d'eau, d'électricité, acheter sa vignette, etc. Donc si les services sont multipliés par 10 ou par 100, vous ne pouvez pas imaginer le bien-être, ce que ça va apporter comme bien-être pour les citoyens. Maintenant, tout ça, il faut le faire. Il faut le faire. Nous sommes en train de voir des bouleversements géostratégiques pour le monde. Et aujourd'hui, la question de la souveraineté numérique, je pense qu'on ne l'a jamais senti aussi intensément que cette période-là. La souveraineté numérique, ça veut dire qu'il va falloir faire appel aux Algériens d'ici et d'ailleurs, indépendamment de l'origine des fonds publics, privés, etc. Ça, on y croit. On est vraiment on y croit. Les défis, ils sont là. Les défis, nous avons l'intelligence artificielle, les défis de la cybersécurité, etc. Donc tout ça, il va falloir faire ça avec des cerveaux algériens. Un ami qui est issu du public m'avait dit, c'est pas parce qu'on a accès au projet public plus facilement, ça ne veut pas dire que c'est une meilleure chose que par rapport à la relation privée-publique. C'est que même public-public, j'aimerais votre avis sur ça, les challenges sont énormes par rapport au fait de développer une relation de partenariat avec le client. Parce qu'à la fin, même si vous êtes une entreprise publique, c'est une relation client-fournisseur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement développer une relation de partenariat sur le long terme avec nos clients de type public, même si on est de nature publique? Est-ce que vous avez ce type de relation? Effectivement. Tout à l'heure, vous avez donné une bonne définition du partenariat public-privé. Beaucoup considèrent le partenariat public-privé, c'est la relation client-fournisseur. Donc ça, c'est une forme de partenariat public-privé. Nous, on y croit, on croit qu'on peut aller plus loin, et on y est. Nous avons une expérience, je ne peux pas en dire plus, nous avons une expérience qui est en cours, nous avons un projet qui rentre dans le cadre de la souveraineté nationale et vraiment dans le cadre du partenariat public-privé. Nous investissons ensemble, nous partageons le risque ensemble et nous gagnerons ensemble. C'est une relation de confiance, parce que là c'est très important. Donc s'il n'y a pas la confiance entre le public et le privé, ça ne sert absolument à rien. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle, les projets, il faut qu'ils soient vraiment très bien réfléchis. On n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que voilà, donc il y a
nous avons une responsabilité. Ça, je parle en général. Hein. La responsabilité, effectivement. Donc, nous parlons de la souveraineté nationale. En tant qu'intégrateur, en tant qu'acteur du numérique, nous avons besoin aussi d'offrir aux enfants, à nos enfants qui sortent de l'université, des perspectives. Ça, c'est très important. Voilà. Et ça, il n'y a ni le public ni le privé qui pourra le faire. En conjuguant nos efforts, donc je pense qu'on peut arriver à des résultats. Donc, le partenariat public-privé, nous y croyons fermement et nous y sommes. Donc, vraiment, nous y sommes. Dans une relation de confiance et dans une relation gagnant-gagnant. C'est le seul secteur où j'ai aucune expérience. Moi non plus. Le secteur bancaire. Moi non plus. Donc, mais par contre, la réputation, c'est que c'est très fermé. C'est des gens très, on va dire, qui n'ont pas cette notion de partenariat sur le long terme. Est-ce que c'est vrai? Alors, si c'est vrai, donc nous sommes l'exception qui confirme la règle. Parce que ça fait 20 ans, 21 ans même, que nous collaborons, nous travaillons, nous digitalisons les banques algériennes. Ben, après, honnêtement, donc je peux être que moutefait, je peux être que vraiment positif sur cette question-là, parce que quand il s'agit de nous, donc de Ben, 20 années en fait d'expérience, de co-construction avec des partenaires bancaires publics, hein, c'est les 5 banques publiques avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps, c'est pas venu comme ça, donc il a fallu cette notion de confiance qui s'est installée avec le temps, une certaine résilience, et surtout on apprend à travailler ensemble et on apprend à comprendre la problématique qui est liée au secteur public, qui est dans un certain système, on va dire, où la décision elle est un peu plus compliquée à prendre. Maintenant, très honnêtement, ce n'est qu'un point de vue. L'état actuel des choses, je pense qu'il manque justement cette question de confiance. Pour un partenariat public-privé, cette question de confiance et de zone de confort, c'est un vrai sujet. C'est plus confortable, c'est ce que je vois. Après, encore une fois, je n'ai certainement pas votre expérience ou votre expertise de la question, mais ce que je vois, c'est que c'est plus confortable d'avoir un partenariat public-public aujourd'hui qu'un partenariat public-privé. Dans certaines situations, parce qu'on est dans une zone de confort que je peux comprendre, honnêtement, que je peux comprendre. C'est-à-dire une zone de confort où c'est pas simple pour cette entité publique de justifier un choix quand on va vers le privé, alors que c'est plus simple de justifier quand on va vers une entité publique. Donc ce partenariat public-public, il est de ce fait quelque part et quelque peu avantagé, d'une part, c'est un fait. D'autre part, vous avez aujourd'hui un nouveau modèle qui est un partenariat public-privé par intermédiaire public. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose où c'est très simple. Au final, c'est du business. Donc, vous avez des entités qui ont compris ça, qui se sont positionnées en public, mais qui font appel à d'autres partenaires privés pour finalement faire travailler le privé pour le compte du public. Alors, c'est compliqué peut-être à dire rapidement comme ça, mais c'est pas si simple c'est pas difficile à comprendre, pardon. Et donc ça aussi, ça freine un peu. Moi, ce que je remarque dans le secteur, on va vous poser la question dans notre secteur, c'est que ça freine un peu. Donc ceux qui sont installés, comme nous, alhamdoulilah, honnêtement, alhamdoulilah, il y a des projets, on avance, on co-construit, on digitalise, il y a de nouveaux projets, il y a des roadmaps, etc. Mais pour un nouvel entrant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour un nouvel entrant. Voilà. Je suis satisfaite. Comme il a dit, oui. Moi, je voudrais juste rebondir, cher ami, sur quelque chose très important. Oui. Ne me regarde pas, tu me fais peur là. Pourquoi tu me regardes comme ça, Anaya? Attends. Privé, je préfère public. Je préfère public. Je sois là, J'assume. voilà. Aujourd'hui, oui, on arrive à travailler avec le public, en bâtissant des partenariats, en ayant une certaine confiance sur le terrain, on délivre des projets, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, si je vais juste faire un petit sondage ici avec notre chère communauté ici, notre écosystème, on va vous dire que voilà, il y a quoi, 10% dans la salle qui arrivent à travailler à bâtir des partenariats publics, privés. C'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Non, ce que je veux dire, c'est que la confiance, oui, elle y est. Non, moi j'ai dit, elle n'est pas. Non, elle y est. Non, elle y est. Dès lors pas assez. que vous
pas assez. D'accord, on est d'accord. Pour une fois, c'est un débat. Pour une fois, on a le droit de se couper, etc. Généralement, les débats, c'est ahdar, jawaz, ahdar. Là, au moins, je suis à Hamad. Alors là, c'est ça, ça à un niveau supérieur, je suis prêt à mettre mon téléphone, je vais filmer. En fait, je rejoins sur un point, c'est qu'il y a justement des choses qui ont été faites, et il y a des acteurs qui arrivent à travailler, etc. Je vais redire la même chose que j'ai dit il y a de cela un an, jour pour jour. D'accord ? Si on arrive à bâtir cet écosystème en distinguant le privé du public, maintenant je paye. D'accord ? Si on arrivera vraiment à être un peu plus je dirais conciliant vis-à-vis de nous-mêmes et de notre intelligence, pouvoir travailler davantage ensemble avec ce public, sans nous différencier pour autant, et bâtir justement un partenariat solide pour créer des champions, d'accord, avec lesquels demain on peut aller exporter ce qu'on a comme compétences. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai du mal à croire que si on n'est pas champion déjà dans notre propre pays, comment allons-nous demain affronter des marchés européens, asiatiques, ou anglo-saxons ou autres, ou même subsahariens ou africains, tout simplement. Nous avons vadrouillé en Afrique centrale, subsaharienne, on s'est retrouvés seuls. Lorsqu'on vient me dire, ok, vous venez travailler avec le ministère du Ghana. D'accord ? Vous avez fait quoi avec votre ministère des télécoms en Algérie ? Ah non, on a travaillé pendant 5 ans, 10 ans, on a essayé, on a investi, on a créé, mais on n'y arrive pas. Mieux encore, parfois nous, je suis membre là, je peux que pas poser des questions. On m'a briefé, on m'a dit de poser des questions. Ils sont vraiment, ils sont vraiment dictateurs. Mais ça, c'est trop bizarre. C'est le modèle chinois, c'est le modèle chinois. Il veut le Chine, il veut la Chine. Au fait, parfois, nous, comme intégrateurs, par exemple, moi-même, sur la partie data analytics, tableau de bord, etc., on a fait tout ça pendant 20 ans en Algérie, ailleurs. Et en Algérie aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe publique qui sont en train d'apprendre ce métier de zéro, comme si l'Algérie n'a aucune ressource, n'a aucune compétence dans le domaine. Ils sont en train de comprendre le BABA d'il y a 20 ans, parce qu'ils ne veulent même pas faire de l'IA, c'est des tableaux de bord, etc. C'est une science qui est là depuis 30 ans. On l'a fait en Algérie, ailleurs, à l'étranger, etc. On a fait un projet plus ambitieux en Algérie pour le gouvernement algérien qui a décidé d'éteindre en 2012. C'était 12 ministères connectés, tous les tableaux de bord, etc. Il n'y avait pas juste pas la bande passante pour avoir tout ça en temps réel. Toute cette expertise accumulée par l'écosystème algérien ne peut pas, je ne parle pas que de notre cas, je suis sûr qu'il y a des dizaines de cas. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe de zéro, c'est des jeunes Algériens, de l'université, etc., qui sont en train de repenser, de réapprendre pour faire en 2025, comme si l'Algérie a découvert le digital en 2025. Au lieu de capitaliser. Au lieu de capitaliser sur l'ensemble de l'écosystème. Ça, c'est le passé. Je commence, moi, ça fait 25 ans que je suis acteur ici en Algérie. Si je commence à parler des manques et des imperfections, je pense que je vais avoir une petite crise ici. Donc je vais essayer de le faire. Voilà. Exactement. Donc juste pour pouvoir avancer, ça, on est en train de voir certains changements. C'est vrai. La législation, quand c'est des grands donneurs d'ordre, etc., des grands projets, c'est un peu ficelé, c'est beaucoup plus facile d'aller vers public, quitte à ce que le public lui-même sous-traite sans avis d'appel d'ordre, sans rien, chez le privé. D'ailleurs, je n'ai jamais compris cette logique, mais on la comprend, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a d'autres possibilités. Il y a l'Open Innovation aujourd'hui qui ouvre une porte. Bon, c'est des petits projets. Il y a la priorité aux startups parce que vous avez soulevé le problème d'accès des petits acteurs, mais pas tous les acteurs
du digital sans start-up. Alors, pardon, C'est- ce que vous disiez tout à l'heure, pas forcément les startups, pas forcément. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez très bien résumé que le partenariat peut avoir différentes formes. Ça commence par. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très fan du terme partenariat, très franchement. Yeah. Ah non, je ne suis pas très fan parce que. Dans Bah non, parce qu'au final, akhirata, c'est soit une relation client-fournisseur, et généralement c'est ça, à 99%, c'est ça, c'est pratiquement que ça. Et au final, vous avez un client et vous avez un fournisseur. Pour moi, le partenariat, c'est quand on se dit, tiens, qu'est-ce que tu ramènes sur sa table, qu'est-ce que je ramène sur sa table, nous investissons de manière commune, on prend les risques ensemble, on ne sait pas si on va vendre. Donc ça, on appelle ça généralement le partenariat technologique, par exemple. Exactement. Je ramène ma technologie, tu ramènes ta technologie, là, on avance et advienne que pourra, on prend des risques, c'est un vrai partenariat. Vous avez l'autre partenariat qui est purement commercial, qui est très simple. J'ai quelque chose, vous êtes capable de me la vendre, vendez à moi, vous prenez 10% ou 5%. C'est un partenariat aussi, d'apporteur d'affaires, on va appeler ça comme ça. Tout le reste, à mon sens, c'est une relation de client-fournisseur. Et le rapport, ça reste un rapport de client-fournisseur. Si on tombe sur un client-fournisseur qui travaillent en bonne intelligence, qui ont vraiment et sincèrement qualifié les objectifs. Donc la confiance vient, à ce moment-là, le résultat arrivera forcément. Bon, ce que je voulais dire, Bulk, c'est que dans ce que vous aviez résumé, les freins, parce qu'on était en train de discuter des freins. Les freins, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai donné un exemple pour dire que nous, alhamdoulilah, parce qu'à l'époque, il y a eu de résilience, on en est, mais ce n'est pas une situation générale, loin de là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais je pense que j'ai du mal à m'exprimer. Non. Après, je voulais juste un. D'accord. Et pour ne pas monopoliser la parole, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas que vous avez cité des entreprises d'open innovation, des startups, ça veut dire qu'on parle d'un public et d'une startup, parce que open innovation, c'est un contrat d'open innovation, elle doit être startup, elle doit être labellisée. Exactement. Et là vient vraiment, et même parfois justement, la question de la légitimité, la question du trust. Et vous avez l'acteur public ou l'acteur privé qui n'a pas forcément envie de prendre le risque et qui préfère un cachet d'une entreprise connue, et même si ça ne marche pas, on ne pourra pas lui reprocher, voire même parce qu'il a signé avec un public, donc on ne pourra pas lui reprocher, que d'avoir pris ce risque-là et qu'au final ça ne marche pas. Parce qu'on le dégage. Et mon avis sur l'Open Innovation, c'est que c'est une permission de déléguer les R&D interne en externe. Et idéalement, ça aurait dû être pour n'importe quelle, on va dire, solution technologique, pas forcément start-up par start-up. Ça aurait pu être pour de la microbiologie, pour du pharma. Ça devient un contrat fournisseur-client. L'open innovation, c'est que vous êtes start-up, vous êtes labellisé, vous avez pas mal d'avantages fiscaux. Mais les fournisseurs clients, mais imagine, le code des marchés publics ne te permettra jamais de débourser un sou si tu n'es pas sûr du résultat. Mais les contrats d'open innovation, l'inverse. Si tu connais le résultat, ce n'est plus de l'open innovation. Complètement. Donc, par contre, c'est on va dire, une niche qui permet de faire du vrai partenariat sur des solutions technologiques où, par exemple, on peut ne pas mettre juste technologie et investir pour le futur. Les contrats Open Innovation, par exemple, je suis une grande entreprise publique algérienne, j'ai un besoin récurrent, stratégique, important, etc. J'ai la problématique, j'ai les financements. Je rentre en Open Innovation avec quelqu'un qui a la capacité technique de résoudre le problème. Et à la fin du contrat, on se partage l'IP, on se partage la propriété intellectuelle. Ça, c'est d'ailleurs ma première question. Quand j'ai posé la question pour le public, je n'ai pas allé public, les avis d'appel d'offres, ce n'est pas une question pour moi, ça ne me concerne même pas. Moi, ma question que je posais à vous, qui n'avait pas. M'a pas compris, je me suis mal exprimé, c'est que même en public, c'est ce que j'ai vu avec d'autres acteurs publics, même en public, on n'arrive pas vraiment à mettre en place ce type de partenariat réel, où nous avons un client et un fournisseur qui investissent pour résoudre un problème, pour créer une technologie de zéro, dans l'incertitude. Pour moi, c'est ça plus ou moins un partenariat. C'est ça la différence entre relation entre les clients et fournisseurs.
il y a une part d'incertitude parce que nous sommes en technologie, en innovation. S'il n'y a pas une part d'incertitude, si le client n'accepte aucune incertitude, aucun risque, comment on va développer cette souveraineté numérique? Uniquement en développant des choses classiques, connues d'avance, des formulaires web et des portails. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour enlever ces dernières barrières? Parce qu'on a commencé avec cette histoire des startups. On a commencé, c'est-à-dire que l'acteur public a commencé d'accepter, on le voit sur le terrain, honnêtement. Je suis investisseur dans les startups. Je vois les startups aujourd'hui obtenir des contrats au premier empêche avec le public. Donc, mais c'est des petits montants. Oui. Donc c'est des petits montants, mais avec une part d'incertitude énorme. Donc ils commencent. Est-ce que c'est pas une brèche qu'on doit exploiter pour obtenir plus pour l'ensemble des entreprises du numérique? Pas uniquement. Parce que même l'entreprise publique aujourd'hui, il est en train d'acheter sur cahier de charge ficelé avec une offre forfaitaire. Il ne doit pas revoir ses prix. Donc c'est les mêmes problématiques public-privé ou public-public. Le client n'accepte pas le mode partenariat. Il ne veut que le mode client-fournisseur pur. Je ne sais pas ce que vous... Tu t'aimerais bien co-développer des choses, aller les vendre ailleurs, développer de la propriété intellectuelle. Je dois parler de ma propre expérience. Je ne peux pas aller dans le détail après, mais on a essayé, on a espéré, on a travaillé. J'ai travaillé sur un projet pendant 5 ans. On m'a dit, bon, Mia, ok, tu peux travailler, vas-y, investis. C'était un petit projet, certes. D'accord, on est pour l'innovation, etc. Vas-y, tu as amené. Et in fine, 5 ans plus tard, on vient me dire, mais attends, tu sais, il y a l'entreprise publique à côté. Alors, je ne peux pas travailler avec toi, je dois passer par le public parce que c'est comme ça. Mais le public te dit, viens travailler avec moi. Non, il est venu travailler avec moi. Il a travaillé en avant-vente. D'accord? C'est là où il y a le travail réellement. D'accord? C'est là où il y a la plus-value. Une fois que tu avances, et puis pour aller au finish, comme on dit, d'accord? Il faut dégainer le chéquier. Tu dis, non, en fait, le code ne me le permet pas. Il y a déjà une entreprise publique qui est là. Je parlais de l'entreprise publique. Aujourd'hui, à ma connaissance, les entreprises publiques prestataires, comme membres de l'écosystème, essayent de développer ce genre de partenariat public-privé. Eux, par contre, ils sont ouverts. Voilà, c'est des gens qui sont issus du même domaine que nous. C'est des gens de la technologie, etc. Ils nous comprennent. On peut travailler avec eux. Qu'est-ce que tu en penses sur le mode de travail? Oui, on peut créer des petits champions qui vont grandir, qui deviendront des mastodontes. Mais pourvu qu'on le fasse. Au jour d'aujourd'hui, si on doit faire des statistiques dont je dirais, cette approche, pour ne pas dire partenariat exclusif, ou comme l'a dit très bien tout à l'heure, c'est partenariat client-fournisseur, c'est infime. C'est infime. Nous, on parle d'un constat réel. Mais c'est vrai. Pour l'instant, s'il parlait, après on donnera Oui. On donne la parole. Je vous rejoins entièrement. Nous, on est ouvert on considère qu'il y a énormément de choses à faire. On a quelques exemples là. Aujourd'hui, on fait du développement. Mais est-ce que nous avons industrialisé le développement de logiciels? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de réaliser, par exemple, un global banking? Le sujet. Le sujet, effectivement. Le sujet. Exactement, oui. On est en train de travailler dessus, parce que là, nous considérons que ça aussi fait partie de créer du contenu et créer des... Et ça, on est convaincu qu'en tant que public, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, mettre en place, à titre d'exemple, parce que les sujets, il y a énormément de sujets. Le domaine, le développement de logiciels, et là, nous, personnellement, nous sommes en train de travailler. Donc, nous sommes en train de travailler
dans le cadre du partenariat, mais chez partenariat fournisseur, nous partageons le risque. Hein. Nous montons une fabrique logicielle et on dit on est prêt. Et on est prêt. Et croyez-moi, il y a énormément d'entreprises publiques n'attendent que de s'assurer qu'il y a des produits qui sont faits ici. Ah oui. Voilà. Et ça, on peut le faire ensemble. Là. Voilà. Pas énoncé. Pas énoncé. Pas par le cas. En fait, le partenaire, moi, je comprends le souci du législateur parce que pour lui, une entreprise publique de l'IT peut aller en gré à gré une entreprise privée de l'IT parce qu'ils sont sûrs qu'elle maîtrise son objet. Une entreprise publique de l'IT ne peut pas aller avec une entreprise privée de l'IT. Si. Non. Donc on risque partage ici, pas en frontière. Ils peuvent répondre en groupement avec nous. Non, oui. Dans le cas, dans cet exemple-là, c'est comme il a dit lui, c'est exactement le fait de faire des groupements pour mettre en place. Pour partager le risque. Mais quelque part, j'en parlais tout à l'heure, et je disais, c'est un business, qu'on le veuille ou non. Après ça, c'est un business, hein, c'est-à-dire que c'est faire une offre. C'est un business, sauf que vous avez privé, public. Dans la chaîne, vous avez privé avec S. Alors, privé et public avec S, puis un public puissant, fort, qui crée cette force et qui mutualise les ressources pour répondre à un besoin, pour créer de la valeur au sein d'une entité publique. Alors que, souvent, vous avez aussi... Alors, dans le cas d'un gros projet, Global Banking, c'est tout à fait audible. C'est une stratégie, c'est une réflexion qui est au plus haut niveau et qui est en train de se décliner petit à petit. Mais moi, je ne parle pas de ça, je parle d'un projet simple. C'est-à-dire, vous avez une entité publique, une banque, qui veut lancer pas un global banking, mais quelque chose d'un peu plus simple, on va dire. Alors, vous savez, une anecdote, je vous promets, sans citer aucun nom, c'était une entité publique qui devait louer juste des locaux. Des locaux loués. Elle a trouvé des locaux extraordinaires. 1000 mètres carrés, un prix incroyable, imbattable. Elle n'a pas pu les prendre parce que c'était un privé. Elle a préféré payer plus cher, mais louer chez une autre banque. Donc, solution. En fait, c'est vrai que le code public ne fait pas la différence. Personnellement, dans ma carrière, on a eu des gré à gré en tant qu'entreprise privée. Le code vraiment, il y a 8 cas, oui, on peut accéder au gré à gré. Et ces cas-là, ils peuvent être appliqués dans le cas des privés, comme ils peuvent être appliqués dans le cas d'un fournisseur étatique, c'est-à-dire étatique. Maintenant, à mon sens, je ne vois pas d'inconvénient dans cette configuration que monsieur vient d'expliquer, c'est-à-dire oui, le fournisseur étatique intervient en tant que bureau d'études, il identifie le besoin de l'entreprise étatique client final. Après, c'est à lui de lancer l'appel d'offres. Pourquoi pas? Parce que à un moment donné, cette entreprise étatique, elle a besoin d'interlocuteurs qui comprennent les nouvelles technologies, qui doit être peut-être quelqu'un de confiance, parce que la confiance étatique, elle est plus présente que étatique privée. Mais l'étatique, il intervient en tant que bureau d'études, il identifie le besoin et au moins il nous fait un cahier de charge correct. On souffre aujourd'hui de la qualité des cahiers de charge. Donc, ça me va très bien. Je parle au nom de quelques collègues et partenaires. Et oui, j'aimerais bien travailler avec, sans citer des noms, entreprise étatique intermédiaire, que travailler avec le client final. Donc, ça peut être une configuration très bénéfique pour nous tous, pour l'étatique, le privé et pour le secteur d'activité en général, dans le cas où le projet réussisse. On veut des projets, c'est-à-dire on veut des cahiers de charges corrects, mais on va se mettre en concurrence, mais en concurrence privée-privée. Pas en concurrence privée avec étatique. C'est là où il y a le problème. Après, s'il y a, c'est-à-dire, je suis privée, je réalise le projet, j'ai en face une entreprise informatique ou le domaine voulu qui va être mon interlocuteur, c'est-à-dire à elle je vais livrer. Je préfère avoir ça comme interlocuteur que le client final. Mais vous parlez d'un modèle où... C'est pour
Voilà, Mais c'est le modèle, en fait, modèle qui a eu des succès. Mais c'est deux choses complètement différentes, si je peux me permettre. Je suis d'accord avec vous quand il s'agit d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage C'est ça. qui permet Je parle de la main. mais généralement, alors figurez-vous, généralement, et ce qui est pour rester toujours conforme à la réglementation en vigueur, on fait un appel d'offres ou en tout cas un cahier des charges pour trouver un soumissionnaire qui va répondre à un besoin d'accompagnement métier, notamment pour élaborer un cahier des charges. Et ensuite, on fait un deuxième appel d'offres, donc on alourdit la procédure. Mais cela étant... C'est pas le meilleur modèle. Mais allez, C'est-à-dire, non, mais cela c'est étant... dans la proposition, qu'est-ce qu'on peut Ce- faire cela Qu'est-ce qu'on étant- peut faire C'est-à-dire, c'est alléger la première partie, c'est la MAO, la Non, mais- maîtrise, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. mais ça, c'est Elle deux allège métiers. Qu'elle sera en gré à gré, parce qu'on a besoin de quelqu'un de confiance qui parle à notre nom, qui sera l'interface avec les... il va faire carrément l'étude et l'évaluation technique, il va lui, c'est-à-dire donner ou la octroyer le projet. Pourquoi pas C'est parce que, pour deux raisons, si je peux me permettre. Parce que déjà, il ne s'agit pas de préférence. C'est pas on préfère. C'est que dit aujourd'hui le Code des marchés publics. Doit-il être amendé, assoupli ou pas? Est-ce qu'il convient aujourd'hui à une situation? Parce que d'ailleurs, de toute façon, pour le moment, c'est le seul code. Il n'y a pas encore de loi qui précise clairement l'utilisation et la mise en œuvre d'un PPP. Par contre, le Code des marchés publics aujourd'hui ou le Code de l'investissement, il incite quelque part au partenariat, public. Dans l'exemple que vous avez donné, c'est un exemple qui est correct, je veux dire dans le sens... Non, justement, non, il parlait pas. Alors, sauf si j'ai bien. Non, mais justement, c'est pour ça que moi, ce que j'ai entendu, juste si vous permettez, je finis juste. Ce que je disais, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ce que vous dites, c'est quand il y a un métier d'accompagnement et un métier d'intégrateur. Ça, c'est non, il y a pas. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Par contre, non, pardon. Je peux pas. Je dois. Est-ce qu'on est d'accord qu'au moins, on a un modèle, oui, qui a été public, étatique, qui a eu des succès. On est d'accord. Il vous parle d'une situation où, au final, vous avez un surcoût. Un surcoût. Il parle de ça. Il y a un surcoût parce que, au lieu de voilà, il y a un surcoût. C'est pas du tout le modèle, c'est pas l'exemple. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il parlait clairement d'un modèle où il est en mesure, il a tout ce qu'il faut pour soumissionner et répondre, mais il est obligé de passer par un intermédiaire public, donc surcoût même pour le client final. Chacun prend sa marge, donc il y a un surcoût pour le client final, allège. C'est ça que j'ai compris. Et des fois, c'est pas des marges. Merci. Nous, on a une expérience. On a bien dit peut-être. Donc, Guillaume, au Corée, on avait Bon, une soumission. j'aimerais intervenir juste c'est Batreloun, répondre. Sur une direction. J'aimerais intervenir juste pour dire que, en tant que membre du conseil de GAL, on a eu une difficulté par rapport à cette thématique. Est-ce qu'il fallait l'organiser parce que il y a des entités publiques qui devraient, je parlerai de ACN ou de l'EADN en particulier. Effectivement, ce que je peux dire, la loi, c'est clair. Il n'y a pas de différence. Le public et le privé, légalement, nous avons droit à la commande publique au même niveau, légal. Donc, logiquement, les projets devraient être lancés en appel d'offres. Et le gré à gré, bien sûr, est autorisé dans certains cas. Tout le long, je pense, quand on a parlé de cybersécurité, on parle de souveraineté à tous les points de vue. C'est clair, la souveraineté, elle est maîtrisée par les services concernés et des entreprises citoyennes existent aussi qui ont la sensibilité par rapport à la souveraineté. Donc le problème n'est pas, on peut être société privée et travailler dans des projets de défense, c'est clair. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Il n'y a pas une particularité public-privé. Le partenariat public-privé, logiquement, est utilisé, d'ailleurs en Algérie, on en parle depuis plus d'une année, beaucoup plus pour que l'État délègue, par exemple dans l'énergie, l'eau,
l'énergie, l'eau, l'infrastructure. Pour pouvoir récupérer des financements privés. Bien sûr. Et donc, c'est une concession par rapport à des services qui devraient. Ça, c'est de manière globale. Est-ce que ce schéma peut être ramené à l'écosystème du numérique? Pourquoi pas? C'est le vrai débat, il est là. Mais c'est au pouvoir public de nous expliquer. Est-ce que c'est dans la politique de ramener aussi, pourquoi pas, booster le secteur du numérique, mais globalement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre président l'a dit, le GAN est centré dans l'intérêt de ses membres. On le dit juste que le GAN, maintenant, il y a des entreprises publiques. On est au début. Et on essaie d'avoir un peu plus d'entreprises publiques parce qu'on a un seul intérêt au niveau du GAN, c'est l'intérêt national. C'est de développer les compétences. Notre écosystème souffre surtout d'insuffisance de financement. Et dans le secteur privé, vous savez tous, le secteur privé, c'est la décision à la fraction de seconde. Donc on ne peut pas comparer. C'est-à-dire certains projets, pour que ça puisse fonctionner, le secteur privé, on a une stabilité parce qu'on sait comment valoriser, stabiliser les personnels. Donc je pense que le débat, il faut le recentrer plutôt sur comment on peut avancer pour que l'accès à la commande publique soit le plus équitable possible. Le seul intérêt, c'est l'intérêt national. Les besoins sont énormes, je vous le dis tout de suite. On le constate maintenant de plus en plus, les appels d'offres, si vous l'avez constaté, aux dernières années, sont en mode national. Il n'y a plus international. Il y a même une impasse. On est en train de voir des appels d'offres, personne, aucun intégrateur n'a ni la capacité technique, ni la capacité financière. Et comment, au niveau du GAN, on essaie donc comment on peut favoriser les groupements. C'est le seul moyen. Groupement, et puis aucune différence publique-privée. Je vais citer juste un groupe qui est intéressant, qui existe, donc c'est le CETIC, c'est le groupe d'Ivendus, qui fait très bien ce travail, qui a peut-être favorisé par rapport à l'accès à la commande publique, mais de manière générale, ils ont plus de 30 ans. Le groupe d'Ivendus, même peut-être plus de 40 ans. C'est un groupe qui existe, qui a plusieurs entités, et qui depuis 78. Et donc voilà aussi des entreprises publiques et qui travaillent en étroite collaboration sur certains projets, font appel tout de suite. Bon, sous forme de convention, il y a des intégrateurs, par exemple, privés qui ont des conventions avec les CETIC, et ça se passe très bien. Donc voilà comment, c'est le message qu'on voudrait donner pour qu'il y ait une fédération. On a un seul pays, nous sommes tous les acteurs de ce pays. Il faut qu'on puisse travailler ensemble et accéder, mais effectivement, le cadre réglementaire, il faut, par rapport juste à un aspect. C'est tout à fait normal que, dans le cadre de la numérisation, qu'on crée des bureaux d'études. Pourquoi pas publics? Oui, dans tous les pays, ça s'est fait comme ça. Mais ces entreprises qui doivent juste faire avancer, accélérer les cahiers des charges, les projets, préparer les appels d'offres, il faut juste veiller qu'il y ait une éthique, qu'il y ait un contrôle pour que, au niveau de l'appel d'offres, l'accès, par contre, à l'appel d'offres soit équitable, de même niveau que ce soit pour le public et le privé. Voilà, c'est tu voulais poser une question? Salam alaikum, Faisal Sharif. Donc, bon, je rejoins monsieur par rapport au groupement. Moi, j'étais confronté à ça, on était obligé de faire un groupement. Ouais, je suis obligé. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Ouais, je suis obligé, qu'il nous oblige. Il faut le faire avec les moyens. Justement, c'est ça. C'est ça ce que. Donc, on a fait un groupement, et en même temps, c'est 3 secteurs différents. C'est de l'intégration, data center, et moi, je suis un développeur de solutions. Et donc, on a fait un groupe de là, ça et moi, sincèrement, je rejoins madame, elle a discuté par rapport au software qu'elle développe, et puis elle propose aux sociétés publiques, et puis le retour moi je connais, et ce qui me fait mal au cœur, moi
Le startup, je suis dans la digitalisation, dans la signature électronique, on a développé une solution avec on prévoit de mettre en place un SaaS de signature. Genre vraiment, on avance. On a fait une solution onboarding avec le persona, on a acheté une licence. Vraiment, on se casse la tête. Et payer des ingénieurs, ça coûte cher. Mais bon, alhamdoulilah, ça fonctionne. Le share revenue. Le meilleur moyen pour que les sociétés privées soient copains avec les sociétés publiques, c'est de faire un business ensemble. Allez-y proposer du share revenue à des sociétés publiques. C'est impossible. Même public, ils n'ont pas accès. C'est impossible. Même si vous étiez une entreprise publique, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que même si vous étiez une entreprise publique et vous allez proposer du chèque à une autre entreprise publique, ça c'est culturel, c'est pas par rapport au public. Eh bien, il faut revoir ça. Il faut revoir ces mentalités parce que les startups ont besoin des sociétés publiques et les sociétés publiques ont besoin des startups. Moi, le problème que j'ai parfois quand je vais voir des clients, des sociétés publiques, vous savez ce qu'ils me disent? Moi, j'ai développé pendant 2 ans pour créer cette solution. Et je suis dans le domaine pendant plus de 10 ans. Dans la PKI et tout. Dans les sociétés publiques, quand voilà, j'ai une solution, onboarding, avec la signature, c'est vraiment très mal. Ils me disent, tiens, on va développer cette solution. Ah oui. Et après, je vais voir leur département de développement. Ils ont 3 ingénieurs. Quand je fais le test de l'API, ça ne fonctionne pas. Je leur dis, mais c'est normal. Vous êtes une société pétrolière. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas en train de capitaliser. Pendant longtemps, ça fait 25 ans que ça dure. D'accord. L'écosystème algérien, le client, le fournisseur, etc. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une solution Wajda. Il préfère recruter, même IT Dev dans le cadre, il a un problème avec les clients publics. Et il préfère prendre 2 ingénieurs d'accord, les appelés, ils reçoivent avec Soma. Donc il faut voir plus ou moins leur qualité, ou ils développent le bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu sais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ça m'a rien coûté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une comptabilité analytique ou des gens qui ont ça a coûté 500 millions, 600 millions, un truc tu aurais pu acheter à 500 000 dinars. Sans compter le risque. Donc, voilà, ça c'est un peu culture. Là, je pense qu'aujourd'hui, généralement, on ne peut pas changer les lois. D'accord, on n'a pas cette. Un arbre là, ici, comment composer avec l'existant? C'est-à-dire, on connaît tous l'histoire d'avis d'appel d'offres nationales. Ça y est, كيتبوا ما شحال يخرج ناسيونال باسكو كي تخرجوا فيه افي دابيل دوف ناسيونال وتقول لك انا سوناطراك لازم تكون بعت الطرواز اونتربريز سوناطراك وتخرجوا ناسيونال وانت توت تافي وانت تبدل الكونجي لكوال دونك زعما تبدل غير لو تيت c'est pas féminin, ça. Quelle est la solution? La solution est que la solution لازم حنا نخدعوه سيطادير هو داير في بالو بلي انايا يعرفني باش نتفاهموا باسكو نتعارفوا كامل يعرف بلي المونيا هي لاطاي تاعها يعرف بلي باين خاطئ باش ما يخدمش في البترول يعرف بلي اي تي داف كذا والله يديروا دو لانتيليجونس دونك يبدا يحط دي كريتير باش ايماجين تدخلوا في 3 اون غروبمون اي دوطخ في 4 اون غروبمون اكسيتيرا on sera des géants. Ce matin que le géant ou l'exactement existait, il خرج لهم القصر. درناها une fois d'ailleurs tellement, وش هادو كانوا tellement mal intentionnés. Bon. Mais la culture du groupement, la culture de la fusion-acquisition. عيب يا جماعة. تروحوا لتونس نهار كامل لي كونفرير فيزيون. كاش نهار نتوما فيزيونيتو غير تتقاسموا. ما كاينش شي فيزيوني. دونك إذا حنا ما كبرناش باسكو سي سا فاسيل نعايروا في الدولة. سي تري فاسيل. وراهم لي ستار، وراهم لي زونتربريز. صح. Donc il y a une situation qu'on doit maîtriser et connaître. Il y a des brèches qui s'ouvrent à nous. Par exemple, cette histoire d'open innovation à travers les startups. On n'est pas tous des startups. Je ne vais pas devenir une startup pour créer un registre commerce
ونقول انايا من 25 ans d'histoire m'existe juste باش يكون عندي label starter, mais cette histoire de faire du partenariat avec les starters, pourquoi ne pas faire investir donc il y a des choses qui s'ouvrent à nous. Aujourd'hui, une start-up a droit avec même plus d'avantages qu'une entreprise publique. Je ne fais pas. Le code des habilitations, le code d'habilitation, le code des marchés publics, je dis, elle a plus d'avantages qu'une entreprise publique. Elle a accès au gré à gré. Est-ce qu'il y a une... Non, c'est une vis cachée. Dans un appel d'offres, on demande toujours des références. Et non, pas la start-up, on n'a pas le droit de demander des références à la start-up. Mais elle n'aura pas la puissance financière, c'est pour ça qu'elle a besoin de toi. C'est pour ça qu'elle a besoin de toi. Il faut arrêter de segmenter le monde des start-up, le monde des contre le reste de l'écosystème. Et si on arrête de penser comme ça, sauf la loi aurait pu être 1000 fois mieux. Les pratiques auraient pu être 1000 fois mieux. Mais aujourd'hui, c'est ce qui existe. On doit faire avec. On doit faire avec tout en parlant et en intelligent. Donc on peut composer entre tout ça. Je suis désolé, modérateur, dites la parole. Mais il ne fallait pas me choisir en premier. Le problème, ce n'est pas la loi. C'est les pratiques ou la loi. C'est l'application de la loi par certains fonctionnaires. Je m'excuse de le répéter. C'est par certains fonctionnaires. Il a dit que peut-être l'entreprise. C'est la dernière contribution. Qui s'appelle IT Dev Solutions. IT Dev Solutions. Justement, j'aimerais bien appeler la carte. Passer un mail. Bien sûr, un mail. Alors, le fait qu'une entreprise gagne un marché public à travers un audit d'appel d'offres, ce n'est pas du partenariat public-privé. Le fait qu'une entreprise publique dans le numérique sous-traite avec une entreprise privée, ce n'est pas un partenariat public-privé, je dirais même c'est un cas pathologique. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis nous devons composer avec l'existant. Nous devons créer la notion de partenariat public-privé et créer un cadre juridique pour ce partenariat public-privé. Parce que ni marché public, ni sous-traitance ne correspondent à la notion publique. Voilà. Merci. C'est clôturé. Je partage entièrement ce que vous venez de dire. Il faut créer le cadre réglementaire. On a eu, j'ai eu affaire à un partenariat, pas fournisseur-client, partenariat avec investissement mutuel, partage de risques et partage de... Effectivement, à un moment donné, on s'est posé la question, c'est quoi la forme C'est quoi la forme On doit, juste avant de vous interrompre, il est où Jalal allez-y, je suis désolée. Donc la forme, c'est quoi la forme juridique? Sachant qu'on ne voulait pas aller directement, on voulait s'assurer que le modèle HADAI, il est pérenne. Donc on ne voulait pas aller directement à une joint venture. Donc là, on a vu, donc il y a la notion de groupement momentané d'entreprise, GME. D'accord, donc GME, c'est bon. Donc là, ça nous permet de mettre nos atouts, nos compétences ensemble, et voilà, et ça marche très bien. Effectivement, GME, groupement momentané, il y a le M, momentané. Quelle est la durée de vie surtout si le business, il est appelé à s'étaler. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, dès que le business atteigne un chiffre d'affaires que nous avons mis sur contrat notarié, on va aller à une joint venture. Voilà. Merci beaucoup. شكرا جزيلا، شكرا لكم على إثراء هذا النقاش. ينتهي موعدنا اليوم. قبل أن نفترق أشكر جميع الشركاء بما فيهم الممولين
فينك بوكينج، الشركة الجزائرية للتأمين لا SAA، شركة أوريدو، وكل من ساهم معنا، شركة إيكوزنت أيضا. قريب على راسي. واحد في الباركينج كان لا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر notre partenaire technologique شركة ديناميك، والتي ترافقنا بكل العتاد الذي تشاهدونه هنا. جزيل الشكر لشركة ديناميك والفريق النشيط القائم على هذه الأشغال. شكرا لشركتي شهرتي ولقطة أيضا على مرافقتنا، وأدعو الجميع إلى المنصة لأخذ صورة تذكارية لتخليد هذا اليوم وهذه المناسبة. شكرا جزيلا لكم وصحة صحوركم، والملتقى في القطعة القادمة إن شاء الله. مش مضبط فاشل انا مع بيبلي انا فوابوسي معاه فوالا هيا بدا حاولي وراها لا منيا ما كتشبانش خليه هنا كيفاش مانيش مبان منيا كاع انا كاع مانيش مبان بكل تواضع. معليش نحي لي الميكرو. هاك الميكرو باش نحي الميكرو نتاعك خليهم باش ما يشدوناش من اللي توجع. هاك تاعك ثاني. هادو كليشن هادو. كملي ذهب تبان تا وقف